Nous allons reprendre et terminer ces 2 journées passionnantes au cours desquelles j'ai l'impression que nous avons découvert beaucoup de choses sur Gaëtan Picon, que nous connaissons dans ses contradictions, ses facettes multiples, son œil double. Et nous allons, je voudrais juste annoncer un petit changement au programme. Nous allons commencer par Françoise Nicole, suivie de Stéphane Guégan, faire une pause, et ça sera ensuite au tour de Benoît Decron. Après, nous allons montrer un petit film de Starobinski, D'un art à l'autre, l'œil double de Gaëtan Picon, juste avant la conclusion du colloque. Ça, on tombera à peu près dans les mêmes temps. Je vais donc présenter les intervenants les uns après les autres, en commençant par Françoise Nicole, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Françoise, professeure de littérature française émérite à l'Université de Nantes. Elle a travaillé beaucoup sur les rapports entre la littérature et la peinture au XXe siècle, en particulier sur l'œuvre de Braque, d'André Masson, des peintres contemporains comme Yves Piquet, et une énorme recherche, et énorme que je connais bien, qu'elle a menée sur Georges Limbourg, avec la publication de Georges Limbourg, l'aventure critique, en 2014. Elle a, en 2018, entamé une enquête sur les artistes japonais dans la même période. Parmi les publications, je citerai La relation critique en France, 1944-1964, La pensée sur l'art comme mise en action, une lecture de l'introduction à la métamorphose des dieux, et D'une rétrospective l'autre, Biennale anthologique de Paris 59-73, dans la Biennale internationale des jeunes artistes, à paraître. Françoise, c'est à toi. Merci. Voilà, je vais parler de ce volume des Sentiers de la création. À sa parution en 1974, a-t-on prêté une attention suffisante à ce livre, un des derniers Sentiers de la création, vous l'avez vu ce matin. Qu'André Masson ait pris la plume n'a pas surpris. Cet artiste lettré avait publié sur la peinture, dans les années 50 en particulier. Limbourg le disait poète. Les dessins du livre, accompagnés de textes manuscrits présents dans le livre, en rappelaient d'autres, dont ceux d'Anatomie de mon univers, qui avait été publié pendant la guerre à New York. On a bien vu que dans ce livre, Masson témoignait pour la première fois de la guerre qu'il avait faite, la Première Guerre mondiale, de la Somme au chemin des Dames, entre 1916 et 1917. Mais La mémoire du monde, on est en 1974, avait été précédée de grands livres sur la guerre, publiés dès les années 1920. Vous pensez forcément à Maurice Genevoix ou à Ernst Junger. Pourtant, Masson, je crois, a signé ici son plus grand livre, et ce grâce à Gaëtan Picon, qui a accompagné sa jeunesse de son amitié attentive. Comment ce livre-monde, ce livre testament qu'il faut fréquenter longuement pour en saisir la cohérence, éclaire-t-il la pensée de l'art de Gaëtan Picon? Des échanges intenses entre les deux hommes au moment de la réalisation du livre témoignent d'une part des lettres écrites entre 1971 et 1973, conservées à l'IMEC. Et là, j'en profite pour remercier à nouveau Martine Picon qui nous a donné accès à ces lettres. D'autre part, un dialogue au style direct qui a été distribué et qui tient lieu de préface au livre. Pour ce qui est de la correspondance, la première lettre de Picon à Masson à l'été 71 donne sans doute son départ au projet. Ça a dû commencer là. Elle n'est pas datée, la lettre n'est pas datée, donc voilà, c'est une hypothèse. 2 ans plus tard, le 17 avril 1973, une lettre de Masson à Picon commence ainsi: « J'ai tenu parole, la mémoire du monde est terminée. » Il y envoie bientôt une version manuscrite, d'où naîtra le texte définitif qui sera certainement corrigé en concertation entre les deux. Quant au dialogue dont je vais vous parler, il sera au cœur de ma communication. Les deux protagonistes donnent ensemble, comme ils le disent, les clés du livre. Ils éclairent
l'œuvre du peintre et plus largement encore, il s'accorde sur une structuration des rapports entre l'artiste et son œuvre tout en dévoilant les enjeux de l'art pour Picon, les enjeux de l'œuvre d'art pour Picon. Alors je vous donnerai d'abord le contexte de ce dialogue avant d'engager une réflexion sur deux de ces enjeux qu'on pourrait formuler ainsi: l'œuvre est réponse à l'existence, l'œuvre est métamorphose du réel. Et je vous demande par avance votre indulgence parce qu'il y aurait eu tout un chapitre à consacrer à la question du mythe. On a entendu le mythe à plusieurs reprises hier à propos de Picon. Et évidemment, c'est très très présent aussi, dans un sens différent chez Masson, mais j'ai laissé de côté cette partie-là, sous le prétexte que je n'avais pas le temps, mais aussi parce que je sens que ce n'est pas mûr et qu'il faut que j'y réfléchisse encore, tant la question est compliquée. L'approche de l'art commune aux critiques et aux peintres repose sur la lecture de Nietzsche, omniprésent dans le livre, par allusion ou par citation directe. Elle fait par ailleurs écho aux écrits de Picon, usage de la lecture, culture et création, et évidemment le livre dont on parlait tout à l'heure, Admirable tremblement du temps, que Masson a lu avec enthousiasme alors qu'il venait d'entamer le travail sur la mémoire du monde. En tout cas que le projet était évoqué. Né en 1896, Masson est alors au crépuscule de sa vie, comme les peintres dont parle Picon, et qu'ils admirent tous les deux, Poussin, Ingres, Delacroix. Dans une lettre adressée à Picon le 31 décembre 71, Masson s'exclame, et vous pourrez comprendre un petit peu du coup l'orientation que j'ai donnée à mon travail, que de choses à méditer après la lecture d'Admirable tremblement du temps. Et suit dans cette lettre une liste de notes prises à la volée sans doute à la lecture du livre, invitation probable à des discussions dont la mémoire du monde est à mes yeux pour partie le fruit. Alors on va parler d'abord de ce dialogue, du contexte de ce dialogue. Alice Cher l'a dit ce matin, Gaëtan Picon a écrit, non c'est pas Alice qui l'a dit, c'est, je sais plus, non, je sais plus qui a dit que Gaëtan Picon en avait écrit qu'à 4 reprises dans les Sentiers de la création. Oui, c'est Paul Ruland qui l'a dit. 4 reprises, alors Admirable tremblement du temps, La chute d'Icare, dont on a parlé, en 71, puis Après la mémoire du monde, Les carnets catalans de Joan Miró en 76, dont il signe une préface à la forme plus classique. Voilà qui rend exceptionnel le bref dialogue direct qui ouvre la mémoire du monde. Alors on sait par Martine Colin-Picon que ce texte, écrit à l'initiative de Picon mais en accord avec le peintre, a remplacé une première préface de Masson que vous avez aussi. Voyons-le comme ce dialogue comme une mise en abîme des échanges entre les deux hommes qui se fréquentent depuis 1946, tant ces échanges sont intenses, comme le laissent penser les quelques lettres conservées écrites entre 57 et 73. Ils échangent leurs livres, Picon lit Métamorphose de l'artiste, Masson s'enthousiasme pour l'usage du monde, pour l'usage de la lecture, et il s'enthousiasme aussi pour Ingres, dont il dit « notre Ingres ». Alors notre Ingres, c'est un Ingres qui n'est pas celui de Baudelaire, qu'ils admirent tous les deux. Picon lui commande des articles pour le Mercure de France, il vibre devant ses œuvres, et c'est d'ailleurs probablement de l'enthousiasme suscité par l'exposition de 100 dessins de Masson chez Hermann en 71 que naît le projet pour Picon de donner la parole à l'écrivain, au peintre, au dessinateur maçon. Leurs échanges s'intensifient à la faveur de la préparation du livre La mémoire du monde. La lettre de Picon à la sortie de l'exposition, donc au début, se termine par « Je vous admire, je vous aime, vous embrasse, cher André ». Et le 7 janvier 72, Masson tutoie Picon pour la première fois depuis 30 ans. « Hier, à mon retour, je trouve ta bonne lettre ». Le dialogue introducteur tient en 12 répliques, 6 pour chacun, sur le rythme animé d'une conversation amicale. Picon tient le rôle attendu du directeur de collection et du critique. Il valorise un témoignage, le témoignage inédit sur la guerre. Il porte un jugement global sur l'œuvre, tout en la replaçant dans son contexte, revenant sur le débat récurrent de l'appartenance ou non de Masson au surréalisme, mais en dehors des polémiques habituelles. Cependant, son propos allusif, fervent, étincelant dans ses enchaînements et ses bifurcations confirme
une position critique qu'il partage avec Starobinski. Je cite la préface dont parlait Antoine Compagnon tout à l'heure. La connaissance technique n'implique pas nécessairement cette connaissance intime et directe de l'œuvre qui est intelligence et amour et qui en est la totale révélation. C'est une citation que Starobinski, dans la préface au volume 2 de l'usage de la lecture, emprunte à l'écrivain et son ombre. Le dialogue apparaît comme une mise en acte de cette intersubjectivité qui lui paraît le seul accès à l'énigme de la création. Quant à Masson, il a forcément pensé au dialogue créole que vous connaissez, qui a été publié en 1948 dans Martinique charmeuse de serpent. La preuve étant que la mémoire du monde se termine par le récit de ce qui s'était passé à la Martinique et du dialogue créole entre André Breton et lui. Ensemble, Masson et Picon posent des mots sur les ressorts de l'œuvre sans que l'un exclue l'autre, sans qu'une conclusion ne referme le débat au présent vivant de la création et non au passé révolu de l'histoire de l'art. Métamorphose et mythe avance l'un, mémoire et métamorphose propose plutôt l'autre. L'échange dynamique, à l'instar de l'œuvre de Masson elle-même, va et vient entre l'homme et l'œuvre, non pas pour expliquer l'une par l'autre, parce que Picon dénonce toujours le mythe de l'explication, mais pour suggérer le champ de force dans lequel est prise cette œuvre-là et non une autre. D'abord, les forces qu'il amorce, à commencer par la guerre, et ça c'est une révélation du livre, les dynamiques qu'elle met en jeu, l'esprit dionysiaque, au sens de la naissance de la tragédie, qui la traverse. C'est que le livre est bien plus qu'un récit de guerre, comme en prévient d'ailleurs la première réplique de Picon, instaurant un pacte de lecture paradoxal. C'est de la vie que vous écrivez. Pourtant, le livre s'intitule Mémoire du monde. Et ce livre oscillera comme ça dans une indétermination générique entre autobiographie et on pourrait dire apologue. C'est un mot qu'utilise Masson lui-même dans une lettre à Picon. Masson s'exprime en fait en moraliste, au sens où Nietzsche serait un moraliste, ou s'exprimerait à certains moments en moraliste, en contournant deux écueils qu'il redoute autant que Picon. D'abord, la restriction du propos au psychologique et l'historicisme. Alors là, il y aurait de quoi discuter puisqu'on a évoqué l'historicité ce matin. Le mot est de Masson dans une autre lettre à Picon. En fait, l'historicisme serait, pour réduire un peu l'explication, de limiter le passé, de réduire le passé à une collection d'images. En fait, c'est la dimension mortifère de la culture. Le texte va se déployer, comme son titre l'indique, à la jonction de l'individuel et du collectif. On a évoqué cette question hier aussi, l'individuel et le collectif, et on peut lire toute la mémoire du monde à travers cette grille-là aussi. Masson se décrit en effet comme une chambre d'écho de la mémoire du monde, qui était le sujet principal de la première préface. C'est qu'il se désignera lui-même, dans les pages qui suivent, comme ayant appartenu à une double communauté guerrière, pour reprendre son terme, celle des tranchées de 1916, où il était fantassin parmi des fantassins, et celle de ce qu'il appelle toute la piétaille de l'histoire, celle éternellement sacrifiée dans les guerres, et souvent aux mêmes endroits. La guerre des Gaules raconte des combats qui se sont déroulés dans l'Aisne, dans la Somme. En conjuguant mémoire personnelle et séculaire, il vit au présent cet éternel retour du même dans l'histoire tragique des hommes, développée par Nietzsche dans Le Gai Savoir, puis dans Ainsi parlait Zarathustra. Les illustrations du livre, alors pardonnez-moi ce terme qui ne convient pas, rendent compte de l'espace d'images vivantes fixées dans cette double mémoire. Ainsi, les encres du carnet de route, qui est un chapitre de la mémoire du monde et qui est un ensemble de ce qui apparaît comme des croquis, sont en réalité datés de 1971, comme nous l'apprend la table des illustrations et ce qu'Alice a dit dans sa thèse. Réminiscence intrusive, brutale, justifiant le titre du dialogue, Mémoire, que me veux-tu? Alors, le titre du dialogue, pas exactement, c'est-à-dire le titre de la première préface, c'est Mémoire, que me veux-tu? Et dans la préface du livre, c'est un exergue, Mémoire, comme que me veux-tu? Et il y a écrit en dessous phase de réveil, c'est une phrase automatique. Mais les dessins et les peintures de Masson sont entrelacés, pardon, on y était là, oui, sont entrelacés avec des reproductions d'œuvres relevant plutôt de son musée imaginaire. Ainsi,
Vous le voyez, c'est une gueule cassée, photographiée des années plus tard, bien après la guerre, par Masson au musée de Berlin, qui ouvre les chapitres sur la guerre. À l'inverse, en racontant plus loin la rencontre avec un soldat mort qu'il croit vivant sur le champ de bataille, le peintre dit avoir vu surgir au moment où il le rencontre, en le voyant, la lionne blessée du British Museum, qu'il connaissait donc sans doute avant la guerre déjà. Ce bas-relief est reproduit aussi dans Les Voix du silence de Malraux. Sans que le nom de Malraux, dont Masson est très proche, on pourra en reparler si vous voulez, apparaisse dans la correspondance, une lettre à Picon y fait allusion pour justifier le fait de mêler toutes ces images. Sinon, dit Masson, ce serait refaire Les Voix du silence. Et on ne refait pas Les Voix du silence justement parce qu'on mêle, on entrelace les images de la création personnelle avec les images du musée imaginaire, entre guillemets. Ce qui est en jeu est moins l'élaboration d'un musée imaginaire que la résonance particulière de cette image de la lionne dans sa mémoire, ainsi que sa mise en relation avec la création, avec sa création. Comme pour Picon, c'est, je cite Picon, l'acte de création qui fonde la culture et non l'inverse. Venons-en à présent à la pensée de l'art que Gaëtan Picon développe dans le dialogue avec Masson. Alors l'œuvre est d'abord... Qu'est-ce qui se passe? L'œuvre est d'abord réponse à l'existence. Peut-être moi qui l'ai fait bouger. Regardez, vous avez le texte entre les mains. Picon écrit « Votre œuvre, sa violence, ses blessures, ses attaques, ses sursauts, qui, parmi ses familiers, ne l'a toujours senti réponse à l'existence ?» Alors, on a rappelé depuis hier les débats de l'époque sur les relations entre vie et œuvre qu'aborde l'usage de la lecture pour bien peser le choix du mot « réponse ». Pour Picon, il est certes trop facile, je le cite, de dire que l'œuvre n'exprime pas la personnalité biographique. Mais on ne peut pour autant faire de la vie de l'artiste, évidemment, la cause préexistante de l'œuvre. Et l'œuvre ne se réduit pas non plus à une liste de motifs tirés de la vie, même si les massacres, les viols, les explosions vécues par Masson pendant la guerre ont bien des échos dans sa peinture. Les œuvres, je cite encore l'usage de la lecture, si elles reflètent la vie, c'est pour autant que celle-ci met en jeu une force transformatrice, fondatrice. La force, on va faire une petite pause. On va faire une pause sur ce mot essentiel, le mot force. Cette force transformatrice qui, et le mot est dans le dialogue, c'est dans l'usage de la lecture, mais je l'ai retrouvé dans le dialogue. La force s'exerce au niveau de l'acte créateur lui-même, acte de métamorphose à partir de l'expérience, dans une optique nietzschéenne. Alors, que représente la guerre dans la mémoire du monde? Je voulais vous mettre la table des matières, elle va arriver. Si seulement 7 des 15 chapitres qui lui sont explicitement consacrés, dont ce carnet de route, je ne vous ai pas dit que le carnet de route était imprimé sur papier craft, donc il est extrêmement visible dans le volume. Je vais essayer de vous montrer vous allez le voir, en tout cas, il y a 7 chapitres. Mais en réalité, la guerre est le cœur d'un système d'écho qui ramène à elle tous les autres sujets abordés. Par exemple, il y a un chapitre qui s'intitule « Les tombeaux de Palmyre » qui ont été visités en 69 par Masson, mais qui, en fait, contraste avec les morts sans sépulture de la guerre. La fin des revenants, qui est un passage très, très drôle, une histoire burlesque de fantômes vécus par Masson à Paris après la guerre, rappelle les morts vivants croisés au front. Le souvenir de la Martinique, charmeuse de serpents, oppose à la communauté guerrière des tranchées l'entente heureuse au sein d'un paradis tropical. Il y a des communautés, j'ai parlé des communautés guerrières tout à l'heure, il y a aussi cette communauté idéale qui va se briser très vite, puisque c'est au moment où Breton et Masson se retrouvent à la Martinique, et dès qu'ils vont arriver à New York, les querelles vont reprendre, et finalement ils se sépareront à jamais. Pas grave, sinon. Le regard porté par Masson sur la guerre, et c'est ça que je crois qui le distingue particulièrement d'un livre comme celui de Genevoix, c'est celui d'un anatomiste
ou plutôt d'un dessinateur, ce qui revient au même finalement dans la grande tradition. Avant d'entamer son récit, il avertit: j'acceptais, mais ne subissais pas. Mon esprit, mon jugement restait entièrement libre et totale mon indépendance intérieure. Elle est vraiment surprenante cette phrase quand on sait ce matraquage que subit physiquement et psychiquement Masson sous les bombardements dans les tranchées. En réalité, on retrouve là l'idée de Nietzsche de l'esprit dionysiaque où il y a un mélange d'ivresse et de lucidité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Autrement dit, Masson, qui s'est engagé volontairement dans la Première Guerre mondiale, et je vous fais remarquer au passage que Nietzsche aussi s'était engagé volontairement dans la guerre de 1870, tout en traversant des épreuves physiques et mentales qui vont le traumatiser au point de réduire sa vie à une survie, c'est en tout cas ce qu'il nous dit dans le dialogue, va observer la guerre à distance, d'où l'absence totale de pathos dans ce récit. Il explique qu'on ne peut pas communiquer son expérience, donc il va plutôt tenter de dégager de la guerre ce qu'on appelle en dessin, j'espère que je ne dis pas de bêtises, Stéphane va me le dire, un écorché. Apparaîtront alors les lignes de force de la guerre, l'imprévisibilité, le brouillage des repères géographiques, mentaux, émotionnels, sous la même carapace de boue que je vous ai montrée tout à l'heure et qui recouvre tous les êtres et les éléments naturels. La violence extrême de la Première Guerre mondiale et son absurdité révèlent la catastrophe de la fin de la civilisation dont se fera l'écho Georges Bataille, qui est évoqué dans le livre par les dessins d'Acéphale. La table des matières maintenant qui est arrivée. Donc la guerre commence avec les hasards de la guerre et se termine avec le carnet de route sur papier crabe. Vous voyez, donc ça semble être un tiers, mais encore une fois, je le redis, la guerre est au centre d'un système d'écho. La guerre libère ce que Nietzsche nomme dès 1870 l'ivresse dionysiaque. Dionysos, lit-on dans la mémoire du monde, dieu de la création perpétuelle à travers la destruction, le saccage, l'ivresse, tu ressembles à la vie et la vie te ressemble. Projeté hors de lui-même, dans la nature, c'est important de dire que le terrain de bataille, c'est la nature. Masson, blessé, va voir s'effacer la frontière entre vie et mort, sous les explosions, une nuit entière, entre terreur et joie sacrée, faite pour un gisant. En fait, il est abandonné sur un champ de bataille par les brancardiers qui fichent le camp parce que ça explose de partout, et il passe la nuit entière, blessé, immobilisé sur son brancard, dans l'impuissance totale de bouger, et il passe là une des frontières que la guerre a totalement effacée, celle entre la vie et la mort. Plus tard, il fera de l'extase le chemin vers l'automatisme. La guerre, en arrachant le voile, pour reprendre un terme nietzschéen, des apparences de notre monde policé, révèle donc l'amplitude du réel, dans sa dimension tragique et contradictoire sur le mode de l'alliance des contraires d'Héraclite. La réponse de Masson sera radicale: quitter les villes, comme le lui recommande d'ailleurs le médecin qui le réforme, n'habitez plus jamais en ville, pour peindre seul. Ce faisant, il s'engage dans la direction indiquée par Nietzsche dans Aurore, citée par Picon dans Culture et Création. Et là, c'est une leçon de vie que je vous livre. Faire de soi-même un beau jardin tranquille et fermé qui possède de hautes murailles contre la tempête et la poussière des grandes routes, mais aussi une porte hospitalière. Et Picon de commenter: construire le mur est l'acte premier. Il n'est ni égoïste ni altruiste, il vise l'obscur auquel nous nous devons de donner forme. En exerçant sa liberté tragique, Masson va s'atteler à transmuer, dit-il, en fête picturale les massacres. Voilà. L'œuvre d'art est aussi métamorphose du réel, explique Picon, et ce sera mon dernier point. Comment l'art de Masson peut-il rendre compte du réel? Alors je dis réel, je ne dis pas réalité, pour vraiment rester au plus près de la pensée de Nietzsche. L'encre qu'il a choisie pour la couverture constitue une première réponse. Dans la version manuscrite qui est à l'IMEC de cette couverture, le titre est écrit en gros, alors que dans le livre, il apparaît sur la jaquette de couverture. Le titre, c'est « Il n'y a pas de monde achevé », un dessin de 1939. Et j'ai envie de prendre ce terme, non seulement il n'y a pas de monde achevé dans le réel, mais non plus dans l'art. Picon, qui a conclu Culture et Création sur le mot inachevé,
précisément, ne pouvait qu'acquiescer à ce choix qui interdisait de conjuguer l'œuvre au passé. Car à ses yeux, la création est un mouvement vers l'avant, on l'a dit déjà. Elle est, comme il l'affirme toujours dans Culture et Création, une visée de l'obscur. La fin de la chute d'Icare le confirme, qui relaie cet adjectif substantivé avec le mot ombre, par le mot ombre. La création n'existe que liée à son inessentiel. La phrase est difficile. La création n'existe que liée à son inessentiel, portée par l'ombre que dissipe le jour méridien de l'œuvre, l'ombre où l'œuvre perd de vue ce qu'elle a pourtant vu à sa source. La métaphore du parcours du soleil, de la nuit au jour et à la nuit ensuite, inscrit l'acte créateur dans un sentier soumis au devenir héraclitéen. La création repose sur la quête désirante de quelque chose que l'artiste a perdu de vue et dont l'effort de saisie ne saurait prendre fin. Si notre art, lit-on dans Culture et Création, n'est plus qu'un art de l'art, autant dire qu'il est achevé et qu'il ne reste plus qu'à écrire son histoire. Ce n'est pas ce qui l'intéresse, évidemment. S'il a un avenir, c'est qu'il est sommé de constituer la forme qui permettra à une réalité nouvelle, non encore vue, non encore dite, d'être manifestée. Et par cette citation-là aussi, je ne fais que prolonger ce qui a été dit ce matin. L'inachèvement est inhérent à la métamorphose, qui est pour Masson le maître mot de la peinture et de l'art, comme le rappelle le début du dialogue. La métamorphose nourrie de Nietzsche est le leitmotiv, on le sait, de ses peintures et de ses écrits. Elle ne concerne pas seulement la vie des formes, ni le travail que le temps exerce sur les œuvres, comme sur la gueule cassée, entre guillemets, que je vous montrais tout à l'heure. C'est un puissant mouvement à l'œuvre, dans l'espace et la vie des hommes. Dans les tableaux de Masson, vous le savez, des germinations aux rixes érotiques, mais aussi chez l'artiste. Pensez à son livre, le livre de Masson, Métamorphose de l'artiste. Donc aussi dans le processus de création et l'œuvre elle-même, on est au cœur des sentiers, vous le comprenez. La manifestation, parce qu'il faut tenter de concrétiser tout cela, la manifestation la plus évidente, la plus sensible et peut-être la plus importante pour Masson de la métamorphose, c'est l'automatisme. Ce que démontrent les images du livre. Le début du dialogue est illustré par ce dessin automatique que vous connaissez forcément. Il a été repris, c'est le dessin de 1924. Mais plus loin, et c'est peut-être plus intéressant encore, je ne les ai pas mis là pour ne pas alourdir les choses, mais il y a d'autres dessins qui sont datés des dessins dans lesquels, je vais y revenir, des dessins dans lesquels l'automatisme chemine au moins sous roche, comme le dit André Breton. Ce ne sont pas exactement forcément des dessins automatiques, mais c'est des dessins qui ont une part d'automatisme très importante. C'est Breton qui disait l'automatisme sous roche. Et ces dessins datent de 1959, 1971, 1960 et 1971. Autrement dit, il y a une présence continue de l'automatisme sous une forme ou sous une autre. On est bien loin de cette vision un peu historique comme ça, l'automatisme, c'est au début, puis après ça s'est arrêté. Pas du tout. Ou c'est venu qu'à certains moments, non. Un automatisme que j'ai pratiqué avec ardeur depuis 50 ans, presque sans trêve, affirme Masson dans le dialogue. Quant à Picon, il a sur cette question un point de vue transgressif. D'abord, loin de cantonner l'automatisme à l'histoire du surréalisme ou de l'enfermer dans l'accès au rêve, il le ramène à la problématique générale du rapport de l'art avec le réel. En fait, au passage, il arrache Masson à la discussion, le surréaliste, le pas surréaliste. Non, il le remet dans l'ensemble des œuvres d'art. Dans Admirable tremblement du temps, Picon fait référence à l'automatisme à propos de Masson, en évoquant la labilité des formes que l'automatisme révèle. On en a parlé aussi ce matin, ce qui se fait, ce qui se défait. Cette labilité relève des forces dionysiaques, toujours, mais soyons très concrets, on la constate aussi sur le champ de bataille. Un champ de bataille, la télévision malheureusement nous le montre ces temps derniers tout le temps, est soumis comme ça. Ce qui se fait, ce qui défait à travers les explosions, etc. Et je pense que cette expérience visuelle-là de Masson joue un rôle. Y revenant dans le dialogue, Picon propose une démonstration magistrale et paradoxale en associant métamorphose et mémoire. L'art de Masson, suggère-t-il, est invention. Ces figures ne sont pas réalistes. Il s'attache à créer de nouveaux mythes et des créatures hybrides, ce que confirme le peintre. La greffe contre le collage. Et pourtant, son œuvre, je cite Picon,
se trouve en relation constante avec le monde. L'enjeu, on le comprend, est à la fois philosophique, je le disais tout à l'heure, c'est la définition du réel, et esthétique. Là, je vais citer Picon pour la dernière fois, cependant que l'art rêvait d'abstraction ou d'un réel autre, vous donniez naissance à un nouveau règne qui n'est autre que le premier, mais porté par une incandescence exaltante, parce que le traverse de part en part une force, votre force. Picon récuse évidemment l'esthétique de la ressemblance, mais il ne se satisfait ni d'un art qui se détournerait le réel, on peut dire l'abstraction, mais à condition de réduire ce terme au sens qu'il avait dans les débats de l'après-guerre avec l'abstraction américaine, etc. Parce qu'évidemment, la chose est plus compliquée, n'est-ce pas? Ni ne satisfait pas non plus de l'irréalité de la peinture lisse. Et sans les citer, il pense à Magritte, il pense à Dali. Il ne se satisfait encore moins des collages de Max Ernst, qui sont pourtant un élément fondamental du surréalisme, ces collages dans lesquels Max Ernst efface les traces de la création. Sa position sur le surréalisme est à l'unisson de celle de Masson et de Bataille aussi. Alors on pourra peut-être y revenir, moi je ne sais pas, c'est vrai que Masson bataille, Picon bataille, mais Masson bataille, par contre, bien sûr, c'est un lien très très fort. Donc sa position débouche sur la plus belle métaphore du dialogue, renversant la proposition de Breton, vous l'avez, une phrase cogne à la vitre, dit Breton, chez vous, on entend le fracas de la vitre et on suit la trace de la fêlure. Vous voyez bien que là, on est bien au-delà d'une simple écriture critique. Devant les dessins et les tableaux de Masson, le spectateur, entraîné à son tour dans le mouvement de la métamorphose, est confronté violemment au réel. Pour conclure, le sentier de la création d'André Masson est sans doute exemplaire aux yeux de Gaëtan Picon, qui admire l'œuvre tout en étant en parfait accord intellectuel avec l'artiste, dont il partage la vision de la culture et de la création. Je vais peut-être trop loin, on peut en discuter. J'ai eu vraiment le sentiment d'un accord très très grand entre les deux. Le peintre pourrait même être à ses yeux le paradigme de l'artiste inventeur du contre-langage qu'il appelle de ses voeux à la fin d'admirables tremblements du temps. Et j'ai envie de conclure là-dessus. Il ne faut pas perdre de vue, il ne faut jamais le perdre, ce rapport de force politique, au sens le plus noble, qui sous-tend ses propos, qu'il partage avec Masson, et qui trouve un écho fascinant dans la dimension nietzschéenne, dionysiaque, du témoignage de Masson. Je vous remercie.